Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour David. Comment ça va? Tous mes voeux. Merci, tous mes voeux à toi aussi. Bon, juste un truc là, j'écoutais notre ami Patrick Artus qui était hier sur BFM Business qui disait que le contenu du budget 2026 est catastrophique. Est-ce que c'est votre opinion aussi, cher Jean-Pierre? Oui, mais ça va au-delà du budget de 2026. Les budgets des dernières années où la régulation générale des finances publiques françaises est catastrophique depuis des années. Donc là, c'est un peu caricatural parce qu'effectivement, un petit peu, malgré une dette publique sur PIB de 117%, on continue les mêmes recettes qui ont toujours échoué, c'est-à-dire des augmentations d'impôts, en particulier sur les entreprises, à un moment clé. Sans aucun véritable effort sur les dépenses sociales et les dépenses de fonctionnement. Donc voilà, c'est un peu plus catastrophique dans la mesure où le contexte actuel est à la fois au niveau de la dette, au niveau de la situation objective des finances publiques, et le contexte international appellerait encore plus qu'avant des mesures complètement opposées à celles qu'on prend, quoi. Voilà. Ouais, avec ce budget, c'est pas vraiment une surprise. Jean-Pierre, avec ce budget, oui. Sébastien Lecornu assure que l'objectif de 5% de déficit public sur 2026 sera tenu. Vous le croyez, vous? Non, pas vraiment, mais c'est pas impossible non plus. Mais à la limite, j'ai envie de vous dire, qu'on soit à 5,2, 5,1, 5 ou 4,9, ça change pas grand-chose à l'équation. Aujourd'hui, il nous faudrait quasiment pour stabiliser la dette publique en pourcentage du PIB, il nous faudrait un solde primaire minimum, c'est-à-dire pas plus élevé que moins 0,5% du PIB. Or, on est à plus de 3, donc moins 3 en quelque sorte. Donc la dette publique va mécaniquement augmenter cette année et très probablement encore en 2027. Et donc plus la dette publique est élevée, plus les exigences, toutes choses égales par ailleurs, de solde primaire, compte tenu des taux d'intérêt et de la croissance nominale, augmentent. Et donc c'est repoussé pour mieux sauter d'une certaine manière. Voilà. Le président du MEDEF, Patrick Martin, qui donne une interview ce matin, je crois que c'est au Figaro ou aux Échos, je ne sais plus, il dit que l'État se renie en reconduisant dans le budget 2026 cette fameuse surtaxe à 8 milliards d'euros sur les bénéfices des grandes entreprises et en revenant sur cette baisse qui était prévue de la CVAE, cet impôt de production. Il a raison, il y a une question maintenant sur le respect de la parole de l'État. Ça fait longtemps qu'il y a cette question-là. Ce qu'on peut dire plus précisément, c'est qu'il y a une remise en cause de la doctrine Macron, et qui avait même été un peu entamée timidement, mais qui avait été entamée quand même sous Hollande, de la politique plus générale de l'offre. Voilà ce qu'on peut dire, surtout sur la deuxième partie de la critique, la CVAE, etc. Quant à l'idée de reconduire la taxe exceptionnelle sur les grandes entreprises, c'est vraiment tout sauf une surprise. Franchement, c'est la facilité. C'est la facilité. Pardon ? C'est pas la facilité. Évidemment que c'est la facilité. C'est la facilité. C'est un gouvernement clientéliste, comme tous les gouvernements qui se succèdent sous la Ve République depuis très 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 longtemps. Donc voilà, il y a là, compte tenu de la situation à la fois économique, financière et politique, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Voilà. Ouais. Jean-Pierre, sur le Groenland, oui. Dans l'actualité, il y a évidemment Donald Trump qui surenchérit les menaces de surtaxe douanière sur la France de 100% sur les vins et spiritueux. Patrick Martin encore qui appelle l'Europe à la fermeté face aux menaces, encore une fois, douanières américaines dans ce dossier groenlandais. Comment on réagit face à cette offensive de Trump? Est-ce qu'il faut se laisser faire comme on l'a fait jusqu'à présent ou comme les Chinois, ne pas se laisser faire? Est-ce qu'on en a les moyens? En fait, d'abord, l'histoire s'accélère. En fait, il n'y a pas que le Groenland. Il y a eu le Venezuela, il y a eu l'Iran également, parce que l'Iran, c'est très important au niveau géostratégique, mais c'est important aussi sur les droits de douane, puisqu'il a menacé les pays qui continueraient de commercer avec l'Iran de droits de douane supplémentaires. On n'est pas trop concernés, nous, Français, Européens, mais la Chine, la Turquie, sont concernés. Il y a eu également, effectivement, le Groenland, avec cette menace de surtaxe à 10%
sur un certain nombre d'alliés européens dès le 1er 10, février. puis 25, puis maintenant 200% sur les vins spiritueux français. Alors ça, c'est encore autre chose, c'est le Conseil de la paix. C'est pour ça que vous avez raison. En 15 jours. Vous avez le raison. Conseil de la paix. Son initiative sur le Conseil de la paix, et Macron a été très très maladroit par rapport à ça. Il a refusé en fait cette offre-là. Il aurait fallu être un peu plus malin, je pense, et dire qu'on allait étudier la question, comme l'ont fait déjà pas mal d'autres chefs d'État et de gouvernement. Parce que là, on se reprend une taxe de 200% sur les vins et spiritueux, champagne. Donc ça va être mis dans la corbeille supplémentaire à l'encontre de la France. Donc, ce qui veut dire que les conditions de négociation qui vont probablement, je pense, s'entamer cette semaine, demain à Davos, après-demain aussi, vont être plus difficiles pour la France. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, il faut... Enfin, tout ça, ça revient quand même à notre échec européen, et ça revient à l'accord de juillet dernier, vous vous souvenez, en Écosse, entre Ursula von der Leyen. On a accepté 15%, et voilà. Certains diraient l'inacceptable pour ne pas en avoir plus et pour calmer la situation et avoir un peu de visibilité. Mais la technique de Trump, elle est claire, on met les droits de douane, quand il s'agit de mettre les droits de douane, dans la corbeille, quel que soit le sujet de négociation. Mais c'est là, vous avez raison, et c'est là où ça me choque, je ne sais pas vous, mais quand c'est pour régler un différend commercial sur un déficit commercial américain avec l'Europe, ça se discute. Là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec un aspect commercial et business. Absolument, c'est pour influencer la politique européenne et française. Et bien sûr. Et moi, j'avais toujours, je ne sais pas si on en avait parlé ensemble, mais j'avais toujours pointé les dangers de la faiblesse européenne, parce que Trump, la technique de Trump, c'est de mettre tout dans le même panier. Il l'a fait d'ailleurs, depuis le début, depuis son deuxième mandat, c'est clair. Il a mis la question ukrainienne là-dedans. Il sait très bien qu'on a besoin des États-Unis. Il a mis la question de l'OTAN. C'est-à-dire les dépenses militaires devant être consenties par l'ensemble des membres de l'OTAN, et on sait bien qu'on est en retard là-dessus, et il a mis la partie commerciale, le déficit commercial, etc. Il met tout dans la corbeille. Et l'accord de juillet dernier ne tient pas, en l'état actuel des choses, est extrêmement ébranlé, menacé, pour ne pas dire... Oui, mais concrètement, Jean-Pierre, on entend dire que l'Europe prépare des contre-mesures concertées. Il y a cette liste de produits américains pour 90 milliards qu'on pourrait surtaxer. Mais est-ce qu'on prend le risque de l'escalade ? Il veut éviter ça, Friedrich Merz, le chancelier allemand, le comprend, parce qu'il a beaucoup plus d'intérêt avec les Américains que les Français. Après, quand on entend Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain, qui arrive à Davos et qui dit des mesures de rétorsion de l'Union européenne seraient très mal avisées, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on riposte ? Et est-ce qu'on riposte et comment ? Pardon, j'insiste. De toute façon, une partie de la réponse est dans la question, puisque tout va dépendre de l'attitude de l'ensemble des membres de l'Union européenne. Il faut qu'on réponde de façon unie là-dessus. D'ailleurs, en termes commerciaux purs, c'est ce qu'on doit faire en principe. Simplement, c'est pas du tout acquis, puisqu'on voit bien que la réaction, par exemple, de Giorgia Meloni, je parle pas par rapport à son plan pour la paix, je parle par rapport aux mesures de droits de douane sur la situation. Elle a parlé d'une erreur. Ça serait une erreur. Oui, mais une erreur, tout le monde peut en faire des erreurs. Mais le problème, c'est que, voilà, est-ce qu'elle va être d'accord pour des mesures de rétorsion telles que les propose le président français, d'utiliser l'outil anti-coercition de 2023. Alors, qu'est-ce que c'est que cet outil anti-coercition ? L'outil anti-coercition, c'est quelque chose de beaucoup plus efficace que ce qu'on utilisait auparavant. C'est un outil qui a été adopté en 2023 pour répondre surtout à la menace chinoise à l'époque, puisque Trump n'avait pas été réélu. En fait, il y a une palette de mesures larges en cas d'échec de négociation allant au-delà des droits de douane. C'est-à-dire que c'est pas seulement les droits de douane, ça peut toucher les restrictions à l'import-export sur les biens et services, les contraintes sur les investissements étrangers à la direction de l'Europe, donc les investissements étrangers américains par exemple, restrictions d'accès au marché européen, notamment sur les marchés publics, voilà. Et puis on peut toucher aussi des mesures ciblées touchant le cas échéant certains volets liés à la propriété intellectuelle, et donc on pense en particulier à la tech, voilà. Donc c'est vraiment un bazooka ce truc, c'est vraiment ça n'a jamais été utilisé, ça existe en théorie.
Non, mais là c'est l'occasion ou jamais, enfin si je puis dire. Et donc c'est l'avantage par rapport à la situation intérieure d'être plus rapide aussi, même si c'est quand même les délais européens. Mais avant il fallait carrément consulter l'OMC, alors donc ça nous repoussait au calendrier grec. Et puis surtout il y a une palette de mesures beaucoup plus large que celle des seuls droits de douane. Donc de ce point de vue ça peut être efficace. Donc on ne courbe pas les chines, on devra riposter, ou est-ce que, encore une fois, il y a une rencontre qui va se faire entre Européens et Américains sur le Groenland à Davos? Est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait une négo, encore une fois? Je pense que sur le Groenland, enfin franchement, je crois qu'il y a un terrain possible pour un accord. Hein, voilà, fondamentalement. Il veut acheter le Groenland, hein. Enfin, lui à la base c'est ce qu'il a dit. Hein. Oui, alors acheter le Groenland c'est bien gentil, mais il faut établir le prix hein, déjà. Et puis il faut quand même un minimum de concertation avec le royaume du Danemark et les Groenlandais eux-mêmes. Enfin voilà, on peut pas faire ça comme ça directement. Donc il y a matière à trouver à mon avis un terrain d'entente. Sur l'Iran, je pense qu'il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, les droits de douane post-Iran, ça c'est pas un sujet. Et sur le Conseil de la paix, alors ça c'est nouveau, ça vient de sortir, si je puis dire. Ça, Trump y tient particulièrement, et donc sa réaction hier par rapport à la France est pas anodine. Donc, mais au total, qu'est-ce que je pense de tout ça? Je pense qu'on va finir par trouver un accord. Ça va prendre du temps. Alors pour les marchés, ça va pas être terrible. Et on voit la réaction des marchés. Hein, le CAC 40 qui est en baisse de 3%, les marchés américains qui étaient fermés hier. L'or qui est à 4730 $ l'once. Ça bouge, hein? Oui. Bien sûr, on se retrouve un petit peu, pas tout à fait, mais un petit peu dans la configuration qu'on avait l'an dernier, presque à la même période. C'est entre la mi-février et la mi-avril. Rappelez-vous, c'était le début des tensions commerciales, justement, avec le point central, le fameux Liberation Day, le 2 avril. Voilà, avec et puis la volte-face de Trump le 8 avril. Ah oui, mais pourquoi, Jean-Pierre? Pourquoi? Parce que Wall Street a perdu 15 ou 18% en quelques jours. Voilà, alors c'est là où il y a un petit sujet, c'est-à-dire que ça donne des arguments pour l'Union européenne de répondre pour l'instant plutôt fermement sur les dossiers qu'on vient d'évoquer. Mais il y aura une négociation et le marché pourra baisser, ça en plus compte tenu de sa valorisation, etc., de la remontée des taux longs liés à ce qui se passe au Japon, etc., le marché est prêt à corriger là. Hein. Je veux dire, s'il n'y a pas d'arrangement rapide et clair pour les marchés, le marché action, puisque vous parlez du marché action, est prêt à corriger. C'est-à-dire, s'il n'y a pas des d'issue favorables, le marché est prêt à prendre moins 10, moins 15 sur les prochaines semaines. Ça, voilà. Là, sur cette thématique-là, le marché sera assez impitoyable, d'autant que le marché est vulnérable. Donc voilà. Mais à la fin, at the end of the day, je pense qu'il y aura quand même malgré tout une concertation finale entre les Européens et les Américains qui aboutiront au fait que, alors sur le Groenland, je pense que de toute façon, il faut être clair, hein, le Danemark n'a pas les moyens d'investir valablement au Groenland. L'Union européenne n'a jamais eu aucun projet là-dessus, clair. Donc, c'est l'OTAN. Il y a une question. Bah oui, ça fait longtemps que, en fait, le Danemark a la souveraineté, sur le Groenland, clairement depuis 1814, hein, donc, et même avant, quand il y avait une union avec la Norvège, mais enfin, je vais pas remonter à la nuit des temps, et dans la période contemporaine, depuis 80 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a jamais eu de projet concerté, malgré la fonte des glaces, hein, puisque la fonte des glaces depuis le début des années 80, c'est moins 27% à peu près, donc c'est sûr que pour le déploiement des routes maritimes dans la région, c'est essentiel. Hein. Et puis il y a indéniablement aussi les aspects géostratégiques qui sont importants. Hein. C'est pas pour rien qu'ils ont une base militaire américaine depuis 1945 qui est basée à Thulé au Groenland. Hein. Il y a de l'importance du point de vue des systèmes d'alerte précoce antimissiles. Il y a de l'importance du point de vue de la surveillance de l'espace. Il y a de l'importance du point de vue de la surveillance renforcée des activités navales russes
dans l'Atlantique Nord. Et puis il y a le sous-sol aussi, il y a ce qu'on peut trouver dans le sous-sol au Groenland aussi. Et puis alors il y a les terres rares, il y a un potentiel en hydrocarbures et gaz naturel, même s'il y a un coût assez considérable, un coût d'entrée assez considérable sur cette partie du territoire. Et si l'Europe n'a pas de projet là-dessus, ne fait rien, écoute, c'est tout à fait normal que du point de vue de l'histoire, quand il y a des tensions énergétiques et des tensions géopolitiques, en général, il se passe des choses de ce type-là. Alors, le mieux, c'est que ça se passe effectivement de façon la plus concertée possible, avec une pression maximale de Trump, mais tout ça va finir, à mon avis, alors ça prendra un certain temps, mais par une exploitation américaine des potentialités du Groenland. Moi, je ne vois pas, je ne vois pas de statu quo actuel. Le statu quo tel qu'on le connaît aujourd'hui, durable pendant des trimestres ou voire des années. Ça m'étonnerait. Donc on va encore se faire marcher dessus, nous, en Europe, dans ce dossier. Oui, mais on se fait marcher dessus parce qu'on est totalement passif. On n'a jamais eu aucune stratégie. C'est pas la peine de parler de souveraineté comme ça, comme si c'était le droit international public qui gouvernait l'histoire de l'humanité. Hélas, le droit international public, même s'il y a eu d'indéniables progrès, depuis la fondation des premières civilisations il y a 5000 ans, a occupé de fait une faible place dans la régulation économique des nations et des conflits entre des nations entre elles. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. Jean-Pierre, juste avant de se quitter, un petit mot juste sur l'or, 4730 $ l'once. C'était le placement phare de 2025, plus 65% en dollars, 45 en euros, 8% déjà ou plus depuis le début de l'année. Jusqu'où le métal jaune il peut monter? Mais il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ce d'autant qu'on ne sait pas valoriser l'or comme on réussit à valoriser les actions, les obligations, pour une raison très simple, c'est que l'or ne dégage pas d'intérêt, de dividendes, de loyers, quoi que ce soit, qui nous permettent d'actualiser en quelque sorte la valorisation d'un actif de ce type. L'or est l'actif qui a le plus bénéficié de la thématique de la conflictualité. Conflictualité géopolitique, énergétique, technologique, militaire, etc. du monde. Et quand on regarde les limites potentielles, les obstacles potentiels, on s'aperçoit que, je peux juste prendre un exemple, il y en a d'autres. Par exemple, quand on voit le poids de l'or dans les réserves des banques centrales, on s'aperçoit qu'on est encore assez largement en deçà des niveaux qu'on avait au moment de la chute du mur de Berlin en 89, de la fin de l'Union soviétique en 91, où le niveau des réserves d'or, au démarrage des dividendes de la paix, était bien plus élevé. Si on reste, et a fortiori si l'économie de conflictualité ou la conflictualité du monde se renforce au cours des prochains mois, des prochaines années, forcément l'or a encore du potentiel. Alors il peut être à 5000, 6000, 5500 à tel moment de l'année, mais ça, peu importe, personne n'en sait rien. En tout cas, je pense que du point de vue des banques centrales, en particulier des banques centrales émergentes, il y a des raisons assez objectives, il y a eu des raisons, il continue d'y avoir des raisons pour accumuler plus d'or dans les réserves des banques centrales et donc pour les investisseurs privés de suivre le mouvement en quelque sorte et d'amplifier le mouvement. Voilà. Donc l'or, nous le surpondérons encore, comme je te l'ai dit la dernière fois quand je suis venu ou avant, je ne sais plus très bien. Ça fait plusieurs années qu'on surpondère l'or et encore aujourd'hui, malgré l'augmentation extrêmement forte effectivement l'an dernier et depuis le début de l'année 2026, nous continuons à surpondérer l'or. Allez, merci. Entretien avec Jean-Pierre Petit, économiste et président des Cahiers Verts de l'économie. Merci, salut. À bientôt.